L'impédance des câbles, qu'est-ce que c'est? Et à quoi ça sert de savoir ça? Bien, je vais tenter d'y répondre. Bidouilleur, salut, on me donne 1,04 ohms. Le condensateur électrique. Quelle est la différence? On ne pourra pas faire de mesure en décibels, sentez-moi ça. Bidouilleur, salut. Dans un courriel reçu d'un bidouilleur, Pierre Colombier, il me demande les questions suivantes. Je ne comprends pas ce que ça signifie lorsque l'on dit qu'un câble a une impédance de 50 ohms ou 75 ou 100 ohms. Comment peut-on exprimer l'impédance avec un seul chiffre? Cela signifie-t-il que la réactance serait toujours nulle? Auquel cas, cela est-il vrai à une fréquence quelconque ou particulière? Y a-t-il une longueur de câble de référence et ou une fréquence correspondant à ce 50 ohms? Enfin, qu'est-ce que c'est qu'on entend par la désadaptation d'impédance? Bien, il m'a soumis ces questions pour ma série de vidéos de questions et réponses. L'impédance des câbles, c'est un sujet qui nécessite plus qu'une réponse rapide dans une vidéo de questions et réponses. J'ai donc décidé d'en faire une vidéo complète. Et je suis persuadé qu'une bonne proportion d'entre vous qui vous me suivez allez apprendre quelque chose aujourd'hui. Et pour moi, c'est un bon exercice de rafraîchissement de la théorie. Alors, en signaux radio comme en signaux audio, on entend souvent parler d'impédance de câble. On comprend ici qu'il s'agit d'impédance d'une ligne de transmission. Et on parle de signaux en courant alternatif, pas en courant continu. Je vous montre ici une image que j'ai utilisée dans ma vidéo numéro 126 de découverte des réactances parasites des composants pour expliquer ce qu'est l'impédance. L'impédance, c'est une forme de résistance au passage du courant alternatif. En courant continu, il n'y a que la résistance R des fils. C'est la résistance ohmique du fil. En courant alternatif, il y a aussi la réactance, qu'on appelle X, qui, avec la résistance R, constitue l'impédance. La résistance est un nombre réel, mais la réactance est un nombre imaginaire, d'un point de vue mathématique. La réactance est due à des effets capacitifs ou des effets inductifs. L'impédance est donc un nombre que l'on dit complexe. Elle possède donc une amplitude et une phase. On ne peut donc pas simplement additionner la résistance et la réactance. Il faut les combiner de façon mathématiquement orthogonale. Bon, cela dit, en pratique, un court-circuit aura quand même une impédance quasi à 0 ohm et un circuit ouvert aura une impédance quasi infinie. Sachez aussi qu'une impédance, ça ne se mesure pas avec un multimètre. Mais ce n'est peut-être pas aussi compliqué que vous le pensez. J'y reviens un peu plus tard. OK, maintenant qu'on a vu la définition théorique de l'impédance dans le contexte des lignes de transmission, des câbles, qu'est-ce que l'impédance? Bon, une des définitions de l'impédance caractéristique d'une ligne de transmission est le ratio de la tension en un point sur le câble et du courant en ce même point et au même moment sur le câble. C'est la loi d'Ohm appliquée à l'impédance. V égale à RI, donc V égale ZI en courant alternatif, et donc V divisé par I égale Z, donc l'impédance. Ceci dit, l'impédance caractéristique d'une ligne de transmission sans perte est purement réelle, sans composant réactif, ce qui veut dire que l'énergie fournie par une source à une extrémité d'une telle ligne est transmise par la ligne sans être dissipée dans la ligne elle-même. Une ligne de transmission de longueur donnée, sans perte, qui est terminée à une extrémité avec une impédance égale à l'impédance caractéristique, apparaît à la source comme une ligne de transmission infiniment longue et qui ne produit pas de réflexion. Mais en pratique, la plupart du temps, lorsque l'onde atteint la fin de la ligne, il y aura une onde réfléchie, si petite soit-elle, qui se déplace le long de la ligne dans la direction opposée. Lorsque cette onde atteint la source,
elle s'ajoute à l'onde transmise et le rapport de la tension et du courant à l'entrée de la ligne ne sera plus l'impédance caractéristique. Ce nouveau ratio s'appelle l'impédance d'entrée. L'impédance d'entrée d'une ligne infiniment longue est égale à l'impédance caractéristique, puisque l'onde transmise n'est jamais réfléchie depuis la fin de la ligne, puisqu'elle est infiniment longue. Je reviendrai un petit peu plus tard sur les réflexions. Mais comment modélise-t-on une ligne de transmission? Voici la représentation, le modèle d'une ligne de transmission. Le L représente l'inductance de la ligne par unité de longueur. Le C, c'est la capacité de la ligne par unité de longueur. RC, c'est la résistance du cuivre par unité de longueur. Et RD, ce sont les pertes ohmiques dans le diélectrique, encore une fois par unité de longueur. Il ne faut pas voir le modèle comme un circuit, un simple circuit LC résonnant. Mais que représentent alors L et C? Bien, L modélise la tendance d'une ligne de transmission à s'opposer à une variation de courant, tandis que C, ça modélise la tendance de la ligne à s'opposer à une variation de tension. L'impédance caractéristique est une mesure de l'équilibre entre les deux, le L et le C. Comme les résistances RC et RD ont un petit effet comparé à L et C, on peut simplifier le modèle pour ne pas nous casser trop la tête et prétendre que la ligne de transmission est parfaite. On ne gardera que le L et le C. Ça, c'est un modèle infiniment petit, je vous disais tantôt, par unité de longueur. Il y a donc une infinité de ces modèles le long de la ligne de transmission, comme montré ici. Sur une ligne de transmission parfaite, le calcul de l'impédance caractéristique se résume à ceci. Z0, l'impédance caractéristique, égale la racine carrée de L divisé par C. Que peut-on déduire du modèle et de la formule? D'abord que l'impédance est indépendante de la fréquence, car l'inductance et la capacité, ce sont des caractéristiques qui ne varient pas en fonction de la fréquence. Ensuite, que l'impédance caractéristique est fonction de la construction physique de la ligne de transmission et des matériaux utilisés sur la ligne de transmission. C'est le cas puisque l'inductance et la capacité sont des valeurs déterminées par la construction physique d'un condensateur et d'une bobine. Finalement, l'impédance est indépendante de la longueur de la ligne de transmission. C'est intuitif, car si vous allongez la ligne, la valeur de L va grossir, mais la valeur de C aussi, et dans la même proportion. Donc, le L total divisé par le C total donnera la même valeur d'impédance que le L et le C de notre petit modèle infiniment petit. Comment calculons-nous l'impédance caractéristique d'une ligne de transmission? À l'aide de formules qui dépendent de la géométrie de la ligne. Mais pour vous faciliter la vie, il existe des calculateurs qui sont en ligne ou comme des programmes autonomes qu'on télécharge. En voici un en ligne qui nous permet de calculer plusieurs types de lignes de transmission, que ce soit coaxiale, ligne balancée, sur des plaquettes de circuits imprimés, etc. Il en existe plusieurs comme celui-ci. Je vous fournis le lien de celui-ci, ce site, dans la description de la vidéo. On voit ici, comme exemple, la section d'un câble coaxial, vu par une des extrémités du câble. Comme vous le constatez, c'est la géométrie de la section du câble qui importe, pas sa longueur. Il y a deux paramètres additionnels que je n'ai pas couverts jusqu'à maintenant. D'abord, la constante diélectrique de l'isolant. La constante diélectrique est une mesure relative de la quantité d'énergie provenant du champ électrique externe qui est stocké dans le matériau. La constante diélectrique aura un impact sur l'impédance de la ligne. L'air a un epsilon R, la constante diélectrique, d'essentiellement 1. Dans le vide aussi, c'est 1. Plus epsilon R est élevé et moins l'impédance caractéristique sera élevée pour une même géométrie. Mu R maintenant, c'est la perméabilité magnétique du diélectrique.
Dans une ligne de transmission typique, on n'utilise pas un matériau qui a des propriétés magnétiques. Donc, on laisse le mu R à 1. C'est formateur de varier les dimensions et de voir l'impédance changer avec ce genre d'outil. C'est comme ça qu'on finit par comprendre les différentes influences sur l'impédance. Bon, bien, la question qui brûle les lèvres aussi, l'impédance, est-ce que ça se mesure? Bien oui, mais pas avec un multimètre, je vous l'ai dit tantôt, avec des instruments de mesure fonctionnant en courant alternatif. Est-ce que ça prend absolument des instruments exotiques, comme un analyseur vectoriel par exemple? Non, un simple appareil de mesure de capacité et d'inductance, en autant que ça peut mesurer des capacités et des inductances assez faibles, bien, ça fera l'affaire. Et en voici la preuve. Alors, la mesure de l'impédance peut se faire avec un testeur d'inductance et de capacité. Okay? Alors, l'idée, c'est de faire une mesure du L et une mesure du C, évidemment. Hein? Alors, il faut dénuder les deux extrémités complètement et séparer, évidemment, le conducteur central de la gaine. Okay? Alors, ce que je fais, je vais d'abord faire une mesure de capacité. Alors, il faudra évidemment toujours faire un 0, c'est bien important. Alors, si je me connecte entre la gaine et le conducteur central et que je laisse l'autre extrémité complètement déconnectée, donc ouverte, je fais une mesure de capacité, 417,6. Et pour faire la mesure de l'inductance, bien, comme toujours, on fera notre 0 comme il faut pour s'assurer qu'on est près de 0 en riz. Et c'est le cas ici, voilà. On se reconnecte à nouveau. Mais cette fois-ci, on va faire un court-circuit à l'autre extrémité de la ligne. Alors, je connecte le tout ensemble. Voilà ce qui est fait. Et j'obtiens 1,058 micro-henri. Donc, 1058 nano-henri. Ce que je rentre ici, dans le calcul. Et si je fais le calcul, racine carrée de L sur C, j'obtiens 50 ohms. Bon, je peux vous le dire, là, j'en ai essayé beaucoup de lignes différentes et c'est la seule qui m'arrivait pile à 50. Il y en a beaucoup qui sont bien à côté. Et l'autre chose, c'est qu'il ne faut pas que ce soit trop long. Ici, j'ai quelques mètres du câble. L'idéal, c'est peut-être 1 mètre. 1 mètre ou 2, là, c'est la longueur parfaite pour faire la mesure. Si la ligne est trop longue, je crois que les réflexions en bout de ligne commencent à venir nous jouer des tours sur le testeur. Et là, les lectures sont mauvaises. Je crois que la recommandation, c'est quelque chose comme 1% maximum de la longueur d'onde de la fréquence utilisée par le testeur. Donc, n'allez pas trop grand, là, un rouleau de plusieurs mètres, là, 15, 20, 30 mètres. Je ne crois pas que la mesure va être très bonne. En tout cas, c'est à essayer. Pour vous dire comment ça peut être trompeur parfois, j'ai 2 bouts de ligne de transmission de longueur très similaires ici. Environ 1 mètre. Le diamètre externe, quand je touche, semble le même. La grosseur de l'isolant, le diamètre de l'isolant à l'intérieur, semble aussi le même. Mais on voit qu'il y en a un qui est plus clair, plus transparent que l'autre. Eh bien, croyez-le ou non, si je mesure l'impédance de ces 2 bouts de câble, il y en a un qui me donnera 95 ohms et l'autre qui me donnera 62 ohms. Donc, c'est très, très trompeur. Ne vous laissez pas jouer par les apparences. Et je peux vous dire que lorsque c'est marqué qu'un câble est 52 ohms, ben, ça peut être plus ou moins 10, 15, 20%. Facile. Ce n'est pas toujours très critique, vous savez, du point de vue de l'impédance. Lorsqu'on est un peu à côté comme ça, là, 10, 15, 20%, ce n'est pas super critique. Mais quand même, c'est pour dire, et le câble aussi, âge avec le temps. Il prend de l'âge, OK? Alors, un câble neuf sera probablement plus près qu'un câble qui a 10, 15, 20, 25 ans. Il absorbe de l'humidité, entre autres, des choses comme ça. Et malheureusement, ce genre de testeur ici, là, chinois, ne fonctionne pas bien pour faire ces mesures. Pourquoi? Ben, ça fonctionne bien pour la mesure de capacité, mais malheureusement, la mesure de l'inductance, ben, l'inductance est trop faible. Le testeur voit simplement un court-circuit plutôt qu'une inductance de basse valeur. Donc, ça ne marche pas avec ça. Ça prend un vrai testeur LC là, qui est capable d'aller dans les nano-henri puis dans les picofarades. Bon,
Maintenant, avant de conclure, je me dois de vous parler, comme je vous l'ai mentionné tantôt, de l'adaptation d'impédance et des réflexions. En d'autres mots, qu'est-ce qui se produit quand l'impédance n'est pas égale entre la source, la ligne de transmission et la charge au bout? On désire transmettre un signal depuis une source, à gauche, jusqu'à une charge distante de cette source. La charge est à droite. On utilise une ligne de transmission entre cette charge et cette source. La source et la charge présentent une résistance RS et RL. On connecte sur la charge de la résistance RL une ligne de transmission d'impédance caractéristique Z0. Si Z0 égale RL, on retrouvera à l'autre extrémité de la ligne, donc à la source, la même résistance RL. Et si, en plus, RS égale Z0 égale RL, les trois ont la même impédance, la source et la charge de résistance R seront, on dira, adaptées. L'adaptation sera conservée quelle que soit la longueur de la ligne. Par contre, si la charge RL présente une résistance différente de l'impédance caractéristique de la ligne, on aura des phénomènes d'ondes stationnaires. On observera alors les phénomènes suivants. Une partie de l'énergie n'est pas absorbée par la charge, mais plutôt réfléchie vers la source. On a une diminution de la puissance transmise à la charge. Les tensions et courants ne sont plus uniformes le long de la ligne. On a des zones stationnaires, ce qui induit plus de pertes dans la ligne. La source ne verra plus une résistance fixe R, mais une impédance dépendant de la fréquence et de la longueur de la ligne. L'analyse de la ligne de transmission devient alors plus complexe, dans un cas comme celui-là. On ne s'aventurera pas dans ce genre de cas-là aujourd'hui. L'accord d'une ligne de transmission à une charge non résistive, le rapport d'onde stationnaire, les cas particuliers de lignes de transmission coupées à des longueurs reliées à la longueur d'onde, ce sont aussi des sujets assez complexes qui nécessiteront plusieurs autres vidéos. Cela dit, quelques manipulations intéressantes de réflexion de signal sur un câble coaxial à l'aide d'un oscilloscope et d'un générateur de fonctions, ça peut être fait. En voici quelques-unes. Alors, je vais vous démontrer ici les réflexions dans un câble coaxial. Alors, j'ai un oscilloscope ici. Je lui envoie une onde carrée de 10 kHz, donc ce n'est pas une fréquence élevée, mais ce qui nous importe beaucoup, c'est le front montant. C'est là-dessus qu'on va se concentrer. Alors, si on s'approche beaucoup du front montant, bien le voici. On le voit très clairement. OK? Un des fronts montants. Et là, évidemment, il n'y a rien de connecté. Alors, on est branché sur l'oscilloscope et tout est bien beau. Maintenant, j'ai mis un T ici et je vais lui rajouter un bout de câble coaxial, je ne sais pas, 7-8 mètres peut-être, de 75 ohms. Okay? Alors, je mets le câble ici, je me connecte et ce qu'on voit apparaître, alors on a notre montée originale, notre front original et on a un deuxième front. Alors, qu'est-ce que c'est ce deuxième front? Bien, c'est évidemment le signal qui parcourt le câble coaxial, qui frappe le circuit ouvert au bout et qui revient. Et essentiellement, le temps, la durée entre ici et ici, si j'allume les curseurs, la durée entre le début du front montant et le début du front montant, bien, ça nous donne le temps de parcours aller-retour dans le câble. Alors, on parle de 63 nanosecondes. Alors, ça nous donne une bonne idée et on pourrait, avec ce temps, on pourrait calculer la longueur du câble. Bon. Mais le but ici de l'exercice, c'est vous montrer qu'il y a plein de réflexions et donc qu'il y a l'addition, si vous voulez, de notre signal original et d'une autre bosse, c'est la réflexion qui vient ici s'additionner au signal original. Maintenant, si je rajoute une terminaison de 75 ohms, puisque c'est un câble de 75 ohms, si je lui mets une terminaison de 75 ohms à l'extrémité, eh bien, on retrouve notre signal original. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune réflexion, tout simplement. En tout cas, quasiment aucune, puisqu'on est bien terminé. La charge correspond à l'impédance du câble, donc plus aucune réflexion. On tombe un peu comme ce qu'on avait originalement. Et si je lui mets par contre une terminaison de 50 ohms, bien, on verra que c'est partiel.
c'est une réflexion partielle, donc on ne retrouve pas tout à fait le plateau original. Okay? Il y a un léger abaissement. Maintenant, ce qui pourrait être intéressant de faire aussi, c'est de lui mettre un potentiomètre au bout, comme ça, sur le BNC. Et on peut jouer avec le potentiomètre pour ajuster la terminaison. Et évidemment, pour savoir c'est quoi l'impédance du câble, ce qu'on aura à faire, c'est ajuster pour ramener ça totalement plat. Et lorsqu'on aura retrouvé l'amplitude originale, ici, on pourra mesurer, en déconnectant, mesurer avec un ohmmètre, donc un multimètre, et on sera près du 75 ohms. Ça, c'est une façon aussi pour mesurer l'impédance d'un câble. Voilà, c'était un survol de l'impédance d'une ligne de transmission. J'ai fait beaucoup de simplifications mathématiques pour ne pas compliquer inutilement la présentation. J'espère que vous avez pu en tirer quelque chose quand même. En terminant, n'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur Facebook, d'où j'annonce la publication de toutes mes vidéos. Occasionnellement, j'y publie aussi les vidéos à venir. Si vous désirez me suivre, c'est un bon endroit pour le faire. Il y a un lien vers la page Facebook Électrobidouilleur dans la description sous cette vidéo. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine!